Bienvenue dans Livre Éco, l'émission qui vous présente les livres qui font l'actualité en matière d'économie et de business. Aujourd'hui, nous allons parler entreprise familiale. L'entreprise familiale, un modèle pour l'avenir et pour tous. Je suis avec son auteur, Valérie Tandeau de Marsac. Bonjour Valérie. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver, on s'était croisés il y a quelques années. Déjà sur ce thème, c'est un thème qui vous tient à cœur. Un ouvrage qui est édité aux éditions Ligne de Repère. Vous aurez tout le détail dans l'article à côté de la vidéo. Valérie, donc oui, on le rappelle, vous êtes avocate de formation et vous accompagnez beaucoup d'entreprises familiales, d'où cet intérêt pour la matière et cette volonté d'essayer de faire profiter de vos lumières ceux qui pourraient lire cet ouvrage. Un modèle pour vous, l'entreprise familiale, c'est vraiment votre foi la plus profonde. Alors, oui. Parce qu'effectivement, plus j'approfondis la question des entreprises familiales, plus je travaille avec elles, plus je suis effectivement convaincue de l'efficacité de ce modèle. Parce que c'est un modèle qui porte en lui-même, dans ses caractéristiques qui lui sont propres, ce qui sont à mon avis les réponses à ce qu'on identifie comme étant les causes de la crise. Donc ils sont orientés vers le long terme, ce qui est une réponse au court-termisme des marchés financiers, faiblement endettés, c'est une réponse à la financiarisation, très tournée vers l'humain, tourner vers l'innovation et la croissance, parce que pour transmettre, il faut innover et croître. Et elles ont tout en elles, en effet, pour être des vrais success stories, à condition de déverrouiller d'éventuels points de blocage, et c'est notamment l'objet de cet ouvrage. On va y revenir en détail. Quand on dit que les entreprises familiales résistent bien à la crise, c'est aussi parfois parce qu'elles sont très prudentes, frileuses, on pourrait dire, et donc elles prennent moins de risques. C'est simplement, elles ont des lauriers qu'elles ne méritent pas toujours, simplement parce qu'elles ont pris moins de risques, donc elles sont moins exposées? Non, je ne suis pas sûre qu'elles prennent moins de risques. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça comme ça. En revanche, si elles résistent mieux à la crise, c'est parce que peut-être elles ont des caractéristiques qui les rendent plus aptes à traverser les crises, et notamment l'orientation long terme, par exemple. Ou aussi l'importance accordée au facteur humain. Parce qu'une des choses que nous avons mises en lumière dans le livre, par exemple, c'est qu'en période de crise, elles licencient moins. Elles préfèrent passer un pacte social avec les salariés pour pouvoir conserver la main-d'œuvre et pouvoir ensuite donc être mieux armés pour rebondir une fois la crise passée. Est-ce qu'il y a un modèle unique d'entreprise familiale ou finalement il y a autant d'entreprises familiales que de familles? Non, je pense qu'il y a autant d'entreprises familiales que de familles, et puis il y a aussi évidemment beaucoup des variations très fortes en fonction des secteurs d'activité, évidemment. Malgré tout, vous dites qu'il y a quelques règles. Alors, il y a 5 règles que vous énumérez. Alors, je ne dis pas que ce sont des règles, je dis que ce sont des facteurs clés de succès. Des facteurs clés de succès, voilà, d'accord, on va les prendre comme tels. D'accord. Notamment, savoir gérer les conflits. Ça, c'est le premier facteur clé de succès. En effet, à partir d'un certain nombre de membres autour de la famille, il peut y avoir des conflits, comme dans toutes les familles, même s'il n'y a pas d'entreprise. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, quand on est dans le cercle de la famille, il y a des affects qui font que la probabilité de conflit, effectivement, est plus élevée. Mais après, ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est pour ça qu'on en a fait le premier chapitre, c'est que régler les conflits, le conflit n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Parce que quand le conflit est bien traité, il permet aux protagonistes de progresser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on préconise, et la littérature académique, puisque l'objet de ce livre, on ne l'a pas dit, mais c'est de passer en revue la littérature académique pour l'état de l'art. L'état de l'art. Ça évite de faire Harvard pendant 2 ans. Et là, voilà. C'est de passer donc... Et donc, ce que dit la littérature, et ce que je préconise moi effectivement aussi en tant que conseil, c'est il faut à tout prix évidemment éviter le contentieux judiciaire. Donc les modes privilégiés de règlement des conflits dans les entreprises familiales, c'est la conciliation, la concertation, la conciliation, la médiation et tous les modes alternatifs de règlement des conflits. Et ça va même au-delà. Vous dites qu'il faut écrire une charte finalement de gouvernance familiale, comme il peut y en avoir dans l'entreprise, de la gouvernance d'entreprise, mais à côté, en parallèle, il faut la gouvernance familiale parce que ça oblige à se poser ces questions, cette constitution finalement de la famille et du pouvoir et des arbitrages. Alors, vous dites c'est une constitution, une charte, tout le monde pense à un document, mais en fait la charte c'est aussi un processus, et un processus qui commence par l'écoute des besoins des différentes parties prenantes, de tous les membres de la famille, parce que dans une famille, souvent, les choses ne sont pas forcément explicitées. Donc, on présuppose que tel ou tel
a vocation à reprendre l'entreprise, alors que ce n'est pas forcément nécessairement son véritable souhait. Donc il y a un processus d'écoute et de questionnement qui est indispensable et qui ensuite aboutit effectivement à un document écrit qui sera la charte, dont je pense d'ailleurs qu'il a une valeur juridique, parce que souvent on dit qu'il n'en a pas, moi au contraire je pense qu'il a une valeur juridique à partir du moment où il contient des engagements. Et cette charte finalement c'est les règles dont se dote la famille pour agir comme un actionnaire efficace. Il faut le faire à quel moment ça ? Tout le temps. À mon avis, c'est un processus ongoing, comme disent nos amis anglo-saxons. C'est quelque chose qui a vocation à évoluer dans le temps et je pense que c'est utile à tout moment, même dans les stades, dans les premiers stades de l'entreprise. À partir du moment où plusieurs membres de la même famille participent au projet entrepreneurial, je pense que c'est utile de le faire. Autre facteur clé de succès, garder le contrôle du capital et l'indépendance financière, la gouvernance, la relation entre ceux qui vont diriger et ceux qui vont surveiller, ça c'est un point très sensible. Et là on rejoint donc la gouvernance familiale avec la gouvernance d'entreprise. Oui, alors, la gouvernance en fait déjà, la gouvernance du côté de l'entreprise, c'est l'articulation des trois pouvoirs, le pouvoir des actionnaires, le pouvoir de direction et le pouvoir de contrôle des actionnaires sur cette direction qu'on appelle en général le pouvoir de surveillance. Et dans la question de contrôle, effectivement, il y a bien sûr la question de l'indépendance financière, mais il y a aussi cette question en fait de la gouvernance de l'entreprise et de comment la famille s'organise pour articuler entre eux ces trois pouvoirs. Et pour ce faisant, minimiser les risques de conflit d'intérêts. Parce que quand on est à la fois du côté de l'actionnaire et du côté de la direction, c'est vrai qu'il peut y avoir des risques de conflit d'intérêts que la littérature appelle les conflits d'agence. Donc, ça, c'est un point important. Oui, ça s'appelle les coûts d'agence, en effet, quand il y a des risques de conflit d'intérêts. Parce qu'on perd beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, finalement, à essayer de résoudre ces bisbilles ou ces luttes de pouvoir. Et alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des études quand même statistiques vraiment assez fournies qui démontrent que les entreprises qui réussissent le mieux financièrement sont celles qui règlent le mieux les coûts d'agence. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant. Donc là, ça justifie, si vous voulez, économiquement, le temps et l'énergie qu'on consacre à l'organisation de la gouvernance de la famille, de l'entreprise et à leur articulation. C'est un investissement utile. Continuer à innover, un point clé. Bah oui, parce que effectivement, la famille a la vocation à s'agrandir avec le passage des générations. Et donc, quelque part, c'est inscrit aussi structurellement dans les entreprises familiales. Parce qu'il faut réinventer vous en faites une le business évidence. model. On a des exemples récents dans l'actualité malheureux. On pense à la famille Peugeot, à qui on a reproché de ne pas assez investir dans l'entreprise, pas assez innover, à tort ou à raison. Mais en tout cas, c'était un procès un peu... C'est pour ça qu'on dit que c'est un facteur clé de succès, c'est de savoir réinventer le business model. Il faut savoir le faire, mais ce n'est pas parce qu'on est une entreprise familiale qu'on le fait systématiquement. Parce que les entreprises familiales, de par leur orientation long terme, sont, à mon avis, mieux armées pour investir. Il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas d'investissement, si vous voulez. Et l'investissement, il suppose un horizon de temps long. Un néologisme, en tout cas un terme que je ne connaissais pas, développer le familyness. Enfin, en tout cas, c'est un terme anglo-saxon que vous traduisez par familiarisme. En tout cas, c'est pas moi qui le traduis par familiarisme. C'est le M Lyon et l'EDEC. C'est le M Lyon et l'EDEC qui ont proposé de traduire ce terme. Qu'est-ce que c'est ça, le familyness? Alors, le familyness, c'est ce qui, à mon avis, est la notion finalement la plus intéressante parce que c'est vraiment elle qui contient toutes les autres caractéristiques de l'entreprise familiale. C'est, au sens strict, c'est le surcroît de capital social qui résulte de l'enchevêtrement du réseau social au sens traditionnel du terme de la famille, c'est-à-dire le réseau d'influence que la famille met à disposition de l'entreprise et de leur enchevêtrement, et qui se traduit par une meilleure efficacité économique, en tout cas, et surtout une meilleure performance, notamment dans la crise. Parce que la meilleure performance financière des entreprises familiales, là, la littérature est quand même un petit peu nuancée, elle n'est pas forcément toujours démontré, mais là où les facteurs de corrélation... Une meilleure résistance dans la crise. Oui, c'est surtout une meilleure résistance dans la crise. Et le familyness, alors vous employez le terme de réseau social, c'est un terme qui a une connotation très moderne, très actuelle maintenant, on pense au Facebook, Twitter ou autre. Ça aussi, vous diriez que justement, ça permet aux entreprises familiales qui peuvent être considérées comme patriarcale, ringarde, poussiéreuse, de revenir dans la course? Alors moi, je suis convaincue, c'est d'ailleurs un des enseignements moi, que j'ai tiré de ce livre, c'est la conviction que les entreprises familiales, elles sont, à mon avis, extrêmement bien armées pour franchir cette étape que Rifkin appelle la troisième révolution industrielle, parce que si on reprend la définition de ce familyness, avec trois éléments principaux qui sont le surcroît de capital social, le fonctionnement en réseau et dernier point important aussi, un enracinement local très fort
qui n'est pas antinomique, mais qui au contraire va en général de pair avec une forte internationalisation, eh bien ces 3 éléments, ce sont ceux qui caractérisent, selon Rifkin, ce qu'il appelle le pouvoir latéral, c'est-à-dire ce qui permet ce passage d'une dimension verticale, pyramidale hiérarchique à un mode de fonctionnement horizontal, collaboratif, participatif, et qui fonde et autorise ce qu'il appelle donc cette fameuse 3e révolution industrielle. Donc moi, ma conclusion, c'est que les entreprises familiales sont extrêmement bien placées pour aborder cette nouvelle ère, à condition peut-être de faire sauter certains verrous qui pourraient les empêcher de tirer pleinement parti du développement de ce mode de fonctionnement en arborescence, en réseau, etc. Et là, on pense au goût du secret. Hein, on a tous en tête, effectivement. Dans les provinces françaises, de belles PME familiales, mais qui vivent heureuses parce qu'elles vivent cachées. Oui, et ce qui n'est pas tellement Facebook-like. C'est pas très Facebook-like. Et je crois que ce n'est pas forcément extrêmement compatible avec l'ère qui s'ouvre devant nous. Dernier point clé, bien sûr, pour être une entreprise familiale à succès, c'est la transmission. Comment est-ce qu'on organise le passage de témoins? C'est clé. Comment est-ce qu'on l'organise dans le contexte... D'abord, je crois que les quelques enseignements que j'ai pu tirer de ce livre, c'est il faut absolument l'anticiper. Beaucoup d'entreprises, en fait, ne s'y prennent pas suffisamment en amont. Et plus on anticipe, plus les chances de succès sont grandes. La deuxième partie, c'est qu'il ne faut absolument pas sous-estimer les facteurs psychologiques. Il y a des choses très intéressantes dans la littérature qui sont dites à ce sujet. Le facteur psychologique est un élément absolument clé de la transmission. Et puis après, évidemment, il y a ce qu'on connaît mieux et ce qu'on mesure mieux, c'est-à-dire la complexité technique qui, malheureusement, dans le contexte français actuel, ne s'arrange pas. Oui, à s'accroître. Vous avez travaillé avec les étudiants de l'EDEC Business School. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Alors, j'ai travaillé avec 6 étudiants de l'EDEC qui, chacun m'ont accompagné pour chacun pour quelques-uns des 14 entretiens que nous avons menés, puisque donc le livre, c'est une revue de littérature et des entretiens avec 14 chefs d'entreprise. Donc, ils m'ont accompagné dans les entretiens avec les chefs d'entreprise et puis ils m'ont fourni la matière première, c'est-à-dire c'est eux qui ont fait la revue de littérature académique qui donc vient nourrir les chapitres introductifs de chacun de ces 5 parce que c'est vraiment un ping-pong, théorie, pratique. Exactement. Et ces entretiens nourrissent la pratique. Ça a été facile de rencontrer ces 14 chefs de famille et chefs d'entreprise. On peut citer quelques-uns, Patrick Daher, Philippe Dornano, Philippe Odo, Pierre-Emmanuel Tétinger ou Emmanuel Viellard, pour n'en citer que les quelques-uns qui figurent dans cet ouvrage. Marie-Hélène Dick aussi, on peut citer les femmes. Oui, on peut citer les 14 et les femmes, absolument. On peut citer Il y a aussi des femmes qui gèrent de belles entreprises familiales. Est-ce qu'ils se livrent facilement, justement, ces chefs d'entreprise? Écoutez, moi, je dois dire qu'ils ont été extrêmement ouverts, extrêmement bienveillants, et chacun d'entre eux a consacré plus d'1h30, voire parfois 2 heures aux entretiens. Donc, je les remercie vraiment de nous avoir accordé ce temps qui nous a beaucoup fait progresser dans la compréhension du sujet entreprise familiale. Et qui vient enrichir donc l'ouvrage avec des exemples vécus, pratiques, concrets, et c'est le charme aussi de cet ouvrage, L'entreprise familiale, un modèle pour l'avenir et pour tous, aux éditions Ligne de Repère. Merci beaucoup Valérie de nous avoir rendu visite. Merci. On se revoit dans quelques temps pour le troisième opus. À bientôt.